Lando! Quelle course hier, quelle victoire de Lando Norris. Ah, que ça fait du bien, Yanakis. Après 110 courses en Formule 1, Lando qui l'emporte. Je ne sais pas si ça va être assez pour remonter son marché. Certainement, j'en ai vu pas mal à vendre hier, un peu partout ces groupes, là, des gens qui soit montraient leur belle carte ou voulaient en vendre. Mais quelle belle victoire qui fait du bien. Ben, on s'entend en Formule 1, si tu gagnes pas de course, c'est ton pain et ton beurre, là. Fait que c'est probablement Ben, ce qui va probablement que son marché va avoir un petit up, d'ici, jusqu'à la prochaine course, jusqu'à ce temps que Max, remporte une autre course plate. mais peut-être que, tu sais, peut-être qu'en tant que tel, le marché de la Formule 1 pourra rebondir de ça. Tu sais, le Lewis chez Ferrari, qu'est-ce que ça va causer en 2025-2026? Lando qui gagne une course, qui va en gagner d'autres aussi. Piastri qui va être dans le mix également. Tu sais, tout ça, là, peut-être que ça va remonter. Et avec les nouvelles sorties très intéressantes dont tu nous as parlé la semaine passée, ça va aider justement à regaillardir ce marché des cartes de la Formule 1 qui est comme parti en fou puis qui est comme redescendu en fou aussi rapide que ça. Merci à mon ami Pag pour le beau café qu'il vient de m'amener. C'est absolument formidable. Euh, Comment ça va, mon cher Yanakis, à part de ça? Ça va, mon Greg, écoute, on est à 3 semaines du show de Montréal, alors on regarde ça comme objectif à l'horizon. Oui, effectivement. Hey, j'ai hâte, pas à peu près. Mmh. Je me fais faire une intervention dentaire, encore une fois, 2 Oh, jours avant le show. Fait que ça va être très intéressant. excellent Euh, timing. Vous allez me voir. Si vous voulez prendre des photos de moi qui a le même sourire que Drew Dowdy, ça va pas mal être là que ça va se passer. Ça va être assez intéressant. J'ai hâte. En fait, excuse-moi, j'ai oublié un point sur Vas-y. la Formule 1 également. Documentaire sur Senna aussi qui va sortir, tu sais, on a vu les documentaires, là, je pense qu'on a fait beaucoup d'associations entre les documentaires sportifs puis le marché des cartes sportives Mmh. également. Mais tu sais, je pense que chacune des nouvelles qui est bonne pour faire parler encore plus de la Formule 1 va aider ce marché-là qui autrefois a été aussi haut que ça et là qui a baissé un petit peu, mais là de voir tu sais, qu'il y a un petit peu plus de parité peut-être. Peut-être que ça Mmh. va aider. Ouais, et on s'entend, c'est important de souligner des tristes anniversaires, mais grands anniversaires comme ça, là. Je me souviens de cette course-là, au mois de mai 1994. Nous autres, de mes 8 ans, à pas trop comprendre, qu'est-ce qui se passait, là. Mmh. Alors, c'est quelques années après que j'ai compris qu'on avait perdu, on n'avait pas perdu un pilote, on avait perdu le pilote. Ouais, exact. Et quand tu vois des jeunes pilotes qui se rappellent Senna de cette façon-là, Lewis qui est encore très émotif quand il parle de lui. On a vu les réactions de Michael. Si vous avez jamais vu la réaction de Michael Schumacher quand il dépasse Senna au niveau des victoires, et qu'on lui pose la question. Et tu as Mika Hakkinen, et si je ne me trompe pas, c'est David Coulthard qui est à côté. Pag est là, il peut peut-être m'aider. C'est David Coulthard qui est à côté sur ce podium. C'est Ralph Schumacher qui est là sur le podium avec lui. Ralph Et, Schumacher. et on OK. pose la question à Michael, ça veut dire quoi pour toi de dépasser Senna? Et Michael, pas capable de parler. Et on sait à quel point Michael Schumacher est un homme fier, avec un ego, je dirais, démesuré. Ils fond en larmes, là, mais en sanglots. Et ouais, Mika Hakkinen le prend. Mika Hakkinen a de la misère à retenir ses larmes à côté, essaye de répondre quelque chose. C'est toute une scène, vous irez voir ça. Moi, mon père me disait tout le temps, Senna, c'était le dieu de la course. C'était lui qui était le plus grand. Bon, j'aurais aimé ça qu'il voit peut-être un petit peu plus longtemps de la carrière de Lewis, mais bref, les choses sont comme ça. Euh, Ouais, ben, je pense qu'à l'époque, la Formule 1, ben, et pas je pense, c'est comme ça. La Formule 1 était plus mécanique. Ça se pouvait, tu voyais un pilote avec de l'huile sur les mains puis de l'huile d'en face, tu ben oui. comprends-tu? En train de revisser des Senna choses. était comme ça. Michael en Et était un qui connaissait des voitures, qui les défaisait, les refaisait aussi. Là, et tu sais, dis-toi une chose, Greg, à chaque année, lorsque vient le Grand Prix de Monaco,
à RDS, on a toujours la présentation d'un tour. À quoi ressemble le circuit? Et à chaque année, quel tour on prend? On ne prend pas la pole de l'année précédente ou la pole de l'année. Non, non. On prend le fameux tour d'Ayrton Senna à Monaco, Ah! qui est. C'est même pas une clinique, là. C'est même pas un cours de conduite. C'est. C'est ce qu'on appelle de la virtuosité. Ah oui, non, non, Un c'est virtuose, ce tour c'est rien d'autre il y a que ça. 2 tours à Monaco. Il y a celui-là, il y a celui de Michael par la suite. C'est en 1999, sa pole à Michael Schumacher, quelque chose comme ça, Je me qui souviens pas. était complètement iconique également. Je ne me trompe pas, Max en a fait un aussi, là. Tu sais, ça fait partie des tours. Il y a Kimi qui en avait sorti un. Je ne me souviens plus sur quel circuit également. Et Lewis à Singapour. Tu sais, c'est ces genres de tours-là qui rappellent à quel point la Formule 1, c'est de la poésie. Tu sais, ben, en fait, la course automobile, parfois, as-tu vu la fin de la course de NASCAR hier qui s'est réglée par 0.001 au photo finish, qui Non. était, écoute, je le montre à l'écran, là, je pense que c'était ça, la victoire. Regarde. Au photo finish, tu vois, il a fallu zoomer, zoomer, zoomer encore une fois. Tu sais. Alors, on aime ça, mais tu sais, on parle de la Formule 1 qui est comme ça. Mais quand tu regardes ce qu'on a vu dans les séries éliminatoires jusqu'à date aussi, là, on en a vu des pas pires, Mmh. Je des séquences de talent qui sont complètement exceptionnelles. Avant qu'on tombe dans le ouais. hockey, mon cher Yanakis J'allais d'amour. j'allais te dire, Greg, tu vois, il y a une séquence de Lando Norris qui a pris fin, mais il y a une séquence des Maple Leafs qui se poursuit, malheureusement. Et pour célébrer la défaite des Maple Leafs, on tient à Ah! remercier T'es Best Buy, un le fournisseur officiel pour le tout l'équipement fumier. technologique du studio, de la commission athlétique ainsi que le complexe JC Perrault. Pour tous les meubles que vous voyez présentement à l'écran. On les Il faut remercie. encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch de la Chigan. Ouais, les Leafs, je prenais pour les Leafs. J'ai fait d'ailleurs là, on parle pas de cartes en ce moment, mais j'ai fait un sondage un peu sur Twitter en ne comprenant pas parce que pour moi, oui, les 2 plus grands rivaux des Canadiens, c'est les Bruins et les Mmh. Leafs. Mmh. Mais il me semble là, que depuis que je suis jeune, il y a toujours eu une rivalité incroyable avec les Bruins. Mmh. Moi, je suis allé en série, je le dis souvent, c'est la seule fois que j'ai vraiment passé proche de me battre dans ma vie, là, quand je suis allé à Boston dans les estrades, en Ah, troisième période, avec de la bière en arrière de la tête, puis avec les serviettes qui nous fouettent, puis tout ça, là, à un certain moment donné, il était temps que ça arrête. Tu sais, Pacioretty, Chara, tu sais, toute cette rivalité-là, le Théodore l'arrêt sur Bill Guerin, tout ce qu'on voudra. Euh, et les gens détestent tellement les Leafs, là. Ça prenait pour Boston. Jamais dans ma vie, moi, me ranger derrière les Bruins. Jamais, ah non, non, jamais, ben, jamais. Et écoute, comme toi puis moi, on l'a déjà dit, Willie Nylander, on l'aime d'amour, ce joueur-là. chapeau, Et chapeau. j'ai un petit man crush aussi sur Austin Matthews, je ne peux pas m'en cacher. Ouais. Quel joueur également. Kisio, on va trouver, hein? On va trouver, de l'intérêt ailleurs, pour Arrête, essayer là, tu te de ranges faire derrière qui, là? Là, mes Kings sont éliminés, tes Leafs sont éliminés. Ça te prend une autre équipe, là, pour avoir du fun, là. Il y a je tellement de belles équipes qui sont encore ouais. en séries éliminatoires, là. J'ai un petit faible pour les Stars. Et le marché de Wyatt Johnston qui est complètement. Jason Robertson, là, Ouais. c'est-tu tellement 2022, ça, là? Il me semble qu'on ne parle plus pantoute de lui. Dans le hobby, il y a zéro intérêt envers Jason Robertson. Puis là, tout le monde parle de Wyatt Johnston. Et j'ai envie de dire avec raison, là. Il est Mmh. déjà à 4 buts après une série. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi important dans la progression des Stars, dans sa progression aussi rapidement, c'est-à-dire en séries éliminatoires. Non, ça, je te l'accorde. Mais, écoute, on va avoir une deuxième ronde, Greg. Je vais être plate, je ne donne pas cher de la peau des Bruins face aux Panthères. Et Tu quelle sors de 7 matchs. machine de hockey! Tu sors de 7 matchs, ça a brassé, tu t'es fait remonter, le stress, l'angoisse de rechoker.
tu as un jour de congé et tu t'en vas te chicaner avec les Panthers avec Radko Gudas puis Matthew Tkachuk. Attends, Goudis est rendu là? Non, excuse, c'est moi qui m'ai aidé, excuse-moi. Il est-tu là? Je pense que oui. Non, Goudis, c'est Anaheim. C'est vrai, À excuse-moi, c'est moins moi que qui ça m'ai ait aidé. changé, Non, là, non, puis non, non, que non, c'est moi j'avais qui pas m'ai pris aidé, de notes. Là. excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mais J'ai juste tombé. Kachuk, ils sont méchants. Nick Cousins, Ouais. que Spit and Chicklets. En fait, je ne veux plus dire Spit and Chicklets. Je ne parle plus de ces gars-là, à part de Biz. Que Biz a dit qu'ils étaient les biggest pieces of dans la ligue. Le fameux Rat Pack, c'est incroyable de voir aller les Panthers actuellement. Mais on a une série toute canadienne. Là. On s'entend que Vancouver-Edmonton, on va peut-être essayer de se coucher tard. J'ai bien dit peut-être. Ça va être difficile, mais on va essayer. Edmonton en 6. Oui, maintenant, ça va être correct si l'offre. Je regardais le prix de ces Young Guns là, tantôt. J'étais là, mon Dieu. Il y a des gens qui achètent ça. Là. Ça se vend genre 20$ à peu près. T'es comme, voyons donc. Ah oui, hein? Ben, il y a eu. Puis ça, on l'a dit avant le début des séries, il y a toujours un gardien qui tombe en feu. Ou deux. Ouais. L'année passée, tu as eu Aiden Hill, Ouais. bien sûr. Puis tu as eu, comment il s'appelle l'autre? C'est drôle, j'aime beaucoup les Devils. J'oublie tout le temps son nom. Le géant suisse. Akira Schmidt. Akira Schmid, tout le monde est venu fou avec ses cartes également l'année passée. Là, c'est là qu'on revoyait les exclusives sortir, les clear Ben oui. cuts d'Akira Schmid. Je disais, ben voyons, donc c'est ce qui se passe avec ça. Et là, un an plus tard, c'est Jake Allen qui goal à sa place. On est rendu là. Mais surtout, tu sais, je pense que pour le hobby, c'est intéressant de voir qu'il y a ces équipes-là qui progressent, tu sais. Ouais. Le marché de McDavid, par exemple, le marché de Draisaitl, de voir que ces deux gars-là avancent. Quinn Hughes, Elias Pettersson, qui sont importants dans le hobby également, qui avancent aussi. Wyatt Johnston, Jason Robertson, Jake Ottinger, qui sont des favoris du hobby également. Kale McCarr, Rantanen et surtout Nate Dogg McKinnon, qui avance aussi. Je pense que dans l'Ouest, ça va pas mal se régler par une finale Colorado Oilers d'Edmonton. Écoute, c'est fou les match-ups de ce bord-là. Oui. Et dans l'Est, ça va être Panthers-Rangers. Si Laffy peut continuer d'avancer, écoute, moi, j'ai hâte de voir la valeur de ces cartes-là continuer d'augmenter. Ça, c'est certain, dans les prochaines semaines. Oui, et si, question à 4,95 pour toi, si les Rangers se rendent en finale, est-ce que finalement quelqu'un sur cette planète-là donnera de l'amour à Artemi Panarin? Ou à Mika Zibanejad? God's sake! Est-ce que Adam Fox va revenir dans les grâces des collectionneurs? Et les Rangers pourraient très bien le faire. Là. Pour vrai, là, entre ces deux équipes-là, Flip un 25 cents, puis Absolument. je veux dire, moi, je sais pas. Peut-être que je vais essayer de regarder chacun des matchs de cette série-là, parce qu'après ça, en finale, la Coupe contre l'Ouest, ça va être dur en mot à dit. Ouais. N'importe quelle équipe de l'Est versus n'importe quelle équipe de l'Ouest qui reste, là, ça va donner toute une finale la Coupe Stanley, parce que surtout, oui, Lando a gagné, mais Vegas est éliminé. Et ça, là. Dieu est bon. Ça, Greg, là, OK, je tombe en éditorial. Ouais, monsieur! Je tombe en éditorial. Je me suis en 2020, quand le Lightning avait un petit peu effouéré le Canadien en finale. Là, et là, les gens disaient, le Canadien a perdu là, parce que Tampa Bay, c'est des tricheurs et des voleurs. Mais c'est bizarre. Pas beaucoup de gens en parlaient quand c'était Vegas. Je comprends pas. Ah non, mais là, après 3 années de suite, on commence à en parler, là, je te confirme. Ouais, non, je sais, mais on avait un 2 poids, 2 mesures qui était comme vomitif, là. Excuse-moi, là. Et tu sais, Nikita Kloudjirov a eu une vraie grosse opération à hanche aussi, là. Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire, on a déclaré que c'était une rate déchirée. C'était ça qu'il y avait, Mark Stone, tu sais. Puis là, miraculeusement, hey, c'est pas une joke, là, cette opération. Miraculeusement, finalement. Mais j'ai hâte de voir les disponibilités médiatiques, la fin de la saison de Vegas, parce que il avait l'air d'avoir mal, puis pas à peu près. Là.
Possible. Honnêtement, là, il avait l'air diminué en douleur. Puis des fois en série, comme Dano, savais-tu que Dano, il avait les 2 index fracturés pendant toute la série contre les Oilers? Ouch! Hey, s'il y a un doigt que tu as besoin de jouer au hockey, c'est bien ton index. Là. Prendre des mises au jeu. Là. Dano n'a rien dit. T'sais. Fait que, des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Ben, curieux de savoir aussi, qu'est-ce qu'il y a eu, Austin? Ben, on sait que Willie Nylander, c'était des migraines, finalement. Il dit, c'est dur à vous expliquer, mais je perdais la vision. Comme, il y avait de la misère à... Ah non, non. Mais écoute, c'était eux, Willie Nylander, les 3 premiers matchs de la série. Là. On parle-tu des Bruins à matin encore? Là? Je pense que non, ouais. Ouais, pas mal certain que non, moi non plus. Et Austin Matthews, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que c'était. Là, les gens qui me disent « Hey, il a abandonné son équipe. » Non, non, arrête. Là. Arrête de niaiser. Là. No way. Arrête de niaiser. C'est quelque chose qui traînait. Quoi, les 2-3 derniers matchs, il n'a pas compté un but, je pense. Et en série, ben, il a gagné le 2e match à lui tout seul. Ouais. Après ça, je veux dire, on n'a rien vu. Fait qu'il il a manqué 2 matchs aussi. Écoute, Puis on les s'entend. Leafs, il va falloir qu'il se passe quelque chose là-bas. Là. Ouais, on s'entend qu'il a été surtaxé là, les 3-4 derniers matchs de la saison aussi là, pour atteindre le plateau des 70. Là. Écoute, il y a des matchs qui a joué des minutes en quantité industrielle, mais qu'est-ce qui va se passer chez les Leafs? Écoute, Kevin Bieksa, je pense que j'admire autant Kevin Bieksa que tu admires Biz. Demandez si on peut l'avoir sur le podcast, là, ce serait incroyable. Là, ça me ferait. Me semble que j'inviterais Kevin Bieksa là, à manger un roteux. Là. Mais tout ça pour dire C'est que peut-être Kevin... plus facile d'avoir Kevin Bieksa que d'avoir Biz sur le podcast, là, je te confirme. Ouais, probablement. Mais Bieksa était unanime. Matthews et Nylander, ça va nulle part. Ça reste à Toronto. Marner, au revoir. Sheldon Keefe va tout de suite te chercher 3-4 boîtes de bananes à l'épicerie, là, parce que je pense que tu vas en avoir besoin pour éclairer ton bureau jeudi. Puis Brendan Shannon, je pense que c'est la fin. Il va se passer quoi avec Guy Boucher? Je le sais pas. Tu sais, je suis toujours un peu fasciné par ces maîtres du power play. Puis quand le power play ne fonctionne pas, ben c'est pas de leur faute. Tu sais, quand tu écoutes les gens parler d'Alex Burrows à Montréal, c'est un spécialiste du power play. Ah wow, il fonctionne l'avantage numérique à Montréal. Là. Ah ouais? Pas mal mieux que tes livres en série, je te confirme. En tout cas, il n'y a pas de. Je te dirais, du début jusqu'au milieu de la saison, c'était assez désespoir. Mais ça va être de voir qu'est-ce qui va se passer avec Guy Boucher. Est-ce que ça va être Guy Boucher qui va remplacer Sheldon Keefe? Moi, j'aimerais ça. Oui, mais on s'entend que Guy Boucher. Guy Boucher fait partie de ses coachs. Il préfère perdre 2-1 que de gagner 8-5. Fortement axé sur la défensive, ça a toujours été. Là. Mais ça va être de voir, mais c'est sûr qu'il va se passer de quoi. Il y a des gens qui sont tannés de faire rire d'eux autres. Et je pense que Marner, dans cette série-là, s'il y a des gens qui se disent Mitch Marner, c'est un joueur d'équipe. Non, mais en fait, écoute, Mitch Marner s'est réveillé quand c'était presque déjà perdu contre les Bruins dans le match numéro 4. Exact. Quel but! Ah! Oui. Incroyable. Mais ça, c'est un match où les Leafs ont joué 10 minutes. Puis ils ont dit, bon, ça, 10 minutes, on est sûrement capable de battre les Bruins. Pas du tout. Il a échappé direct en prolongation. C'est lui qui a échappé Pasta. Ouais. Oh, non, Marner... je vous dirais que Marner, c'est un solide hold en ce moment. Ouais. Achète-en pas, puis vends-en pas. Ah non, ça peut peut-être devenir un bail là, cet été, dépendamment où il va atterrir. Il y a bien du monde qui commence à dire Mitchell Marner, welcome to Utah. Tu sais, d'amener une grosse star de même pour peut-être aider l'équipe et lancer la franchise de bonne façon au Utah, là, à Salt Lake City. C'est des grosses rumeurs qui circulent un peu partout à travers la twittosphère. Tu sais, moi, Greg, je dirais, tant que les Leafs n'échangent pas Marner pour Pierre-Luc Dubois, je serais un homme heureux. Pierre-Luc Dubois s'en va pas d'aller, man. Ah non. Moi, ça me fait rire, les commentaires, les gens qui pensent qu'il s'en va, dire ah ouais. Non, mais je ne dis pas qu'il s'en va.
Mais quelle saison de poubelle, là, excuse-moi. Ben, il a été le premier à le dire. Il a été le premier à le Ouais. dire. C'est lui-même qui l'a dit. Moi, je pense qu'il peut rebondir l'année prochaine. Tu sais, Pierre-Luc Dubois, c'est un stand-up guy. Tu sais, as-tu entendu François Gagnon sur BPM la semaine passée, d'ailleurs? Euh, Malheureusement, non. François Gagnon qui a dit, tu sais, je suis allé à Edmonton rencontrer Pierre-Luc Dubois, puis j'ai dit, regarde, t'as connu une saison un peu en deçà des attentes. Il a coupé François Gagnon. Il a dit, regarde, là, arrête de mâcher les mots. Là. J'ai connu une saison extrêmement mauvaise. Là. Et il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse s'améliorer. Tout ça, maintenant, quand tu as Kevin Fiala, quand tu as Victor Arvidsson et tout, et presque tous tes attaquants, dont ton meilleur attaquant, Kevin Fiala, qui s'en va critiquer le système de jeu du 1-3-1. Je veux dire, à un certain moment donné, peut-être que c'est pas ce qui est le plus rentable au niveau, pour maximiser tes attaquants. On se dit, ce serait intéressant d'avoir un passeur qui va chercher 100 passes, un peu comme McDavid, un peu comme Claude Giroff. Et nous autres, notre meilleur, je pense qu'il y en a 64, puis c'est André Kopitar encore, qui n'est plus un jeune printemps non plus. Là. Non, les boys. Mais tu sais, le système de jeu, le 1-3-1, OK, c'est bon pour essayer de shut down les Oilers, mais est-ce que c'est la meilleure façon pour tenter de gagner des matchs de hockey puis libérer le talent offensif des joueurs aussi? Je ne sais pas trop. Fait qu'on Non. verra ce qui va arriver à LA, mais on a un excellent bon intervenant pour venir nous parler de tout ça. Peut-être réagir là-dessus avant qu'on embarque dans le monde des cartes avec lui. Et c'est mon ami Richard Labbé. Aïe, Richard! aïe. Comment ça va, mon chum? Salut Greg, ça va très bien toi-même? Ça va bien. Je te présente Yannakis, mon co-animateur qui est bien excité de t'avoir avec nous Monsieur autres sur le l'abbé, podcast. vous m'avez fait manquer tellement de temps au travail parce que je ne sais pas quel été vous étiez à BPM. Puis là, j'arrivais, puis là, alors après la pause, Richard Labbé. Oh shit. Bon, on va attendre 15 minutes. Vous êtes arrivé en retard à matin, ça fait de la faute à Richard Labbé. OK, bon, OK. Je suis complètement désolé, Ben premièrement. non! Hey. C'est un honneur. Ben écoute, moi, je ne pouvais pas refuser l'invitation de Greg qu'on se connaît depuis déjà moultes années. Ben et oui. puis maintenant, Greg qui fait son chemin. Alors, c'est un honneur qui est partagé, messieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en passant, je ne sais même pas si Yannakis connaît cette histoire-là. Mon rêve, c'était de commencer dans le journalisme sportif alors que j'étais au secondaire. Et moi, un peu comme Yannick qui ne sortait pas de son auto et qui écoutait Richard à la radio, moi, je me levais le samedi matin et je ne parlais pas à personne, ni à ma mère, ni à ma soeur, ni à mon chat le samedi matin, avant d'aller chercher la copie de la presse qui était à peu près grosse comme une bûche de foyer. Là. Une matraque. Et j'amenais ça sur la table, j'ouvrais le cahier des sports, puis je lisais la chronique NFL à tous les samedis de Richard. Puis après ça, je pouvais commencer à parler aux gens, m'ouvrir la trappe. Et vous savez que si vous me connaissez, que lorsque ma trappe commence à s'ouvrir, je la ferme plus bien. Oui, ça, c'est un problème national, mais ça prendra un autre fois. Mon cadeau d'anniversaire de 16 ans, ma mère a entré en contact avec Richard, ce qui, à l'époque, n'était pas facile. Tu sais, aujourd'hui, il y a les médias sociaux, il y a les courriels, il y a ci, il y a ça. Mais dans le temps, c'était plus essayer d'appeler à la presse. Puis le Richard qui est en voyage avec le Canadien, ci, ça. Bref. Et finalement, Richard qui a accepté de me rencontrer à la salle journalistique de la presse, la salle de presse. On s'est rencontrés là-bas. Puis depuis ce temps-là, il m'avait donné plusieurs conseils. On est toujours resté en contact. Maintenant, je peux dire qu'on est collègues et amis. Puis là, de le recevoir sur le podcast comme ça, c'est bien le fun parce que Richard m'a posé plusieurs questions sur le marché des cartes cette année. Ces gars ont commencé à collectionner également. Et Richard, premier paquet qui rouvre en 35 ans. Un paquet d'OPC tombe sur une marquee rookie de Connor Bedard. Donc, on a commencé à jaser de ça pas mal. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de rouvrir des paquets, Richard? Ben écoute, précision, premier paquet de hockey, parce que c'est drôle que tu parles, tu sais, Greg, tu parles de la chronique NFL. Rapidement, je suis revenu, tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté, parce que moi, très, très petit, quand j'avais 7-8 ans,
Pour moi, l'événement de la semaine, c'est quand mes parents me donnaient mon allocation, puis j'allais porter mes 25 cents au dépanneur, je m'achetais des dans le temps, c'était 25 cents un paquet, si vous pouvez croire ça. Et puis, et puis moi, ça a parti de même, puis ça a toujours été relation amour-haine. Ben, je veux dire, c'est pas le bon terme, mais tu débarques, tu rembarques, tu débarques, tu rembarques. J'ai connu la folie des spéculations dans les années, à la fin des années 80. J'ai jamais vraiment arrêté, mais je pense que récemment, c'est ça, c'est mon plus jeune garçon, en fait, qui joue au football, puis qui a commencé à me parler un petit peu de ça. Puis maintenant, on est en voyage pour la relâche en mars. Puis on est rentré dans un magasin de cartes complètement par hasard. On était au Saguenay. Et puis, il y avait des caméras de télé et tout ça. Puis là, je demande au gars, hey, c'est quoi qui se passe? Il dit, ben, on vient de recevoir des caisses de Connor Bedard. Puis là, mon gars, il dit, hey, papa, on achète-tu une boîte? T'sais? Puis de mémoire, Greg, c'était combien? Ça se peut-tu que c'était 450$ une boîte? C'était 350$. C'est parce que tu étais là la première semaine, la sortie de la série 2. Ouais. C'est là que tu m'as texté. Tu as dit, hey Greg, ouais, c'est ça, c'était 350$. Ben, c'est à peu près ça. Yannick, le prix à la sortie. Oh oui, 3,49$. Fait que, pour le gars de 52 ans que je suis, qui se souvenait des paquets à 25 cents, je trouvais que c'était quand même une pas pire augmentation. Mais tu sais, Greg, j'ai toujours été. Tu as parlé des voyages tantôt. Puis une affaire que j'ai toujours adoré de faire, ça, j'ai jamais arrêté. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si ça se fait encore. Mais il y a une époque où beaucoup de fabricants de cartes, surtout Upper Deck, profitaient des événements spéciaux pour faire des séries spéciales que tu vendais seulement sur place. Par exemple, le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, à chaque année, Upper Deck était sur place puis vendait des petits sets là, par rapport avec cet événement-là. Le Super Bowl, Greg, tu as parlé de la NFL, j'ai été très chanceux. J'ai couvert 11 fois le Super Bowl. Je tripais, mais une des raisons que je tripais, c'est qu'à chaque année, il y avait comme une espèce de grosse tente dans le parking du stade où il y avait tout le monde qui était là, Upper Deck, Tops, toute la gang. Puis il y avait toujours des cartes spéciales liées au Super Bowl d'où on était. Alors moi, avant de rentrer au match avec mon accréditation, je faisais toujours un croche par la petite tente. Je le voir, je pouvais ramasser les affaires. Moi, c'était pas tant pour dire, OK, je vais vendre ça. Là. Moi, c'était vraiment juste... Pour moi, c'était comme des souvenirs parce que je savais que tu pouvais seulement acheter ça là, sur place. Ben oui. J'imagine qu'après, tu peux en trouver sur eBay. Là. Mais moi, ça me faisait triper de dire, regarde, j'étais là. Alors, j'ai ramassé ça. Puis j'ai d'ailleurs, écoute, j'ai une collection assez solide de cartes de la NFL, événementielles, si on veut, par rapport à le Super Bowl. Puis j'ai aucune idée comment ça vaut, j'ai jamais regardé. Mais pour moi, c'est spécial parce que j'étais là. Fait que des affaires comme ça, là, moi, des sets spéciaux comme ça, Greg, j'ai toujours eu un faible pour ça. J'aime ça, ces affaires-là, des trucs qui sont un petit peu spéciaux sur un événement. Ben, c'est spécial, puis j'étais un peu pareil, là. J'expliquais à un client récemment, l'historique des cartes de UFC. Puis là, moi, je me souviens la première fois qu'il y a eu un produit, j'avais ouvert une boîte. Puis là, ben, j'ai dit, il y avait eu le combat BJ Penn contre Georges Saint-Pierre 2. Mais là, j'ai dit, chaque spectateur dans l'aréna recevait un paquet de 2 cartes qui étaient stampées. Et là, le gars, écoute, c'est là. Et ça se trouve-tu encore? Ben, oui, mais je te confirme, j'ai dit c'est un petit peu plus cher que quand moi je les ai achetés en 2009. Là. Écoute, ça vaut genre 250$ à cette heure, ces 2 cartes-là. Là. Mais c'est ça. Ils n'ont pas grand-chose de spécial, ils ont juste un stamp. Mais imagine quelqu'un qui était là-bas et dit hey, moi, c'est ça, là-bas. C'est quoi qui est le fun? Puis une autre affaire par rapport avec les cartes, mais à un moment donné, le Super Bowl faisait Coca-Cola faisait des bouteilles de Coke avec le logo du Super Bowl. Puis à un moment donné, moi, je pense que j'ai bu 3 colas dans toute ma vie. Mais à un moment donné, j'ai ramené des bouteilles de Coke avec le logo du Super Bowl parce que ça me faisait triper d'avoir ça. Fait que j'aime bien ça. Mais tu sais, Greg, moi, ce qui m'a un petit peu amené, et tu n'as probablement pas connu ça, ce qui m'a un peu... À un moment donné, je collectionnais beaucoup dans les années 80. Puis ce qui m'a un peu refroidi, c'est quand... J'en parlais brièvement tantôt, mais quand il y a eu la spéculation
de la fin des années 80, début des années 90, où le monde achetait des cartes comme si c'était des actions à la bourse. Puis là, le monde faisait juste spéculer, puis ça à un moment donné, là, je me souviens entre autres là, au baseball, 89-90, ça n'avait aucun bon sens. Là. Avec Ken Griffey. Todd Van Poppel. Ah, écoute, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai déménagé à peu près il y a 2 ans. Puis quand tu déménages, évidemment, tu fais du ménage. Puis, Ah oui? Yannick est là-dedans en ce moment. Je pense que je ne sais pas si je les ai encore ou si je les ai jetés tout simplement. Mais à un moment donné, je lisais, là, c'était avant Internet, là, fait qu'il fallait que tu achètes le Baseball Digest pour savoir c'est qui la recrue qui s'en venait. Puis à un moment donné, j'avais identifié un joueur. Je me suis dit, ce gars-là, ça va être un Hall of Famer. Puis là, je me promenais dans toutes les boutiques que je pouvais trouver, puis j'achetais 75 exemplaires des cartes de Chuck Knobloch. Oui. Et Chuck Knobloch, d'ailleurs, a été élu recrue de l'année dans la Ligue américaine en 91. Et là, j'étais sûr que j'étais assis sur une mine d'or. Je me suis dit, bon, mais avec mes 404 recrues de Chuck Knobloch, écoute, je vais pouvoir arrêter de travailler à 41 ans. Mais ça n'a pas viré de même. Mais d'ailleurs, Greg, si tu recherches des cartes recrues de Chuck Knobloch, je peux te faire un très bon prix. Chuck Knobloch, ça, c'était le gars qui tenait son bâton comme à l'horizontale. Hein? Exact. Qui était avec les Twins du Minnesota, qui avait eu un très bon début de carrière, puis après ça, il a été échangé aux Yankees, puis il ne se souvenait plus comment attraper une balle, ni en frapper. Fait que ça m'a ni fini. Ni lancer une balle. Écoute, il avait lancé, je me souviens, un relais au premier but. La balle s'était ramassée dans les estrades, et si je ne me trompe pas, la balle, il avait comme lancé la balle dans le visage de la mère à Kate Olbermann, qui était à Fox à l'époque. Tu sais, la madame, genre 80-14 ans, écoute, elle se ramasse la balle en pleine poire, toi. Ça, c'est le genre de truc que tu ne veux pas faire quand tu joues pour les Yankees. Là. Ça, c'est jamais bon. Là. Il n'y a pas de médias pantoute qui voient ça là, quand tu joues pour les Yankees. Là, mais il y a eu, je pense, probablement toute une génération de collectionneurs qui ont été un peu refroidis dans ces années-là parce que c'était devenu vraiment un marché de spéculation. Tu sais, le baseball, Richard, est encore comme ça. Là où tu as probablement... Imagine un instant, tu sais, que tu t'étais... Toi, là, tu as eu une vision là, de ton expertise sportive, puis tu t'es dit, hey, Chuck Knobloch, là, ça va être le bouton à 4 trous. C'est la prochaine star, tout ça. Et finalement, qui remporte, un peu comme Gunnar Anderson, là, remporte la recrue de l'année et tout ça. Et tu avais vraiment 400 copies de ces cartes, là. Honnêtement, si ça s'était fait dans les dernières années, là tu étais riche, là. C'était fait. C'est simplement qu'en 1989-90, que Topps faisait à ce moment-là, c'était Upper Deck, hein? 89-90, le baseball. Upper Deck, Topps, Player, c'était tout ça. Ben, il y avait toutes ces compagnies-là, puis ils se disaient, hey, le monde en veut. On va en imprimer, puis on va en réimprimer, puis on va Alors, la valeur des cartes a descendu à un prix plancher dégueulasse, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, avec Bowman, ce qu'on fait, tout le monde, cette fameuse spéculation-là, Jackson Holliday en tête notamment, c'est la folie furieuse de voir ça. Fait qu'aujourd'hui, ton stratagème, tu étais comme un génie avant ton temps, Richard. J'aime beaucoup ça que tu me dises ça, parce que je ne l'ai jamais pensé de même, mais maintenant, je me sens mieux avec mes 400 cartes de Chuck Knobloch. Non, mais c'est vraiment le fun. Les sets spécifiques, je ne savais pas qu'on faisait ça au Super Bowl, d'ailleurs, puis je serais bien curieux à un moment donné de voir ta collection. On le fait avec on l'a fait au Grand Prix de Miami, notamment. Topps a fait une activation là-bas. Upper Deck est présent au repêchage à chaque année. Ils sont présents au match des étoiles aussi. Donc, je pense qu'on essaie d'amener un petit peu il y a le fameux Employee Set qu'on fait, Employee Exclusive à chaque année pour Upper Deck aussi. Alors, on tente de faire des sets spéciaux sur des... mais je ne sais pas si on le fait encore pour le Super Bowl. Peut-être que Yannick en sait un petit peu plus là-dessus. Quelques cartes, oui. Je pense une série de genre 5 ou 6 cartes là, qui est distribuée là-bas. Il y a beaucoup de cartes aussi que Panini fait sur son site web. Là. Mais oui, il y a encore la tradition du set du Super Bowl. Il ne serait... dans le temps, c'était Topps, je me souviens, qui faisait un kit spécial, un set spécial à chaque Super Bowl. Je ne sais pas s'il fait encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que Topps faisait ça. C'était des beaux. Ah mon Dieu. Hey, j'en ai 500, 400 à peu près dans le garage. Oh my God. Avis aux intéressés. Et combien? 1,25? Hey, ça veut dire que j'ai 400$ dans le garage. C'est ça que ça veut dire.
1,25 US, Richard. Ouais, écoute, c'est très bon. Mais ouais, c'est ça. Tops faisait, je ne sais pas s'il faut encore, un kit spécial du Super Bowl. Ce qui était vraiment intéressant, ce qui est intéressant maintenant, quand tu le regardes avec du recul, c'est que, bon, il imprimait ça. Bon, c'était évidemment, il mettait les joueurs des équipes qui s'affrontaient au Super Bowl un petit peu en importance. Là. Fait que tu avais peut-être 8 gars de chaque club des 2 équipes du Super Bowl. Puis le reste, c'était des vedettes en devenir. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Fait que là, tu avais un paquet de cartes de gars que peut-être pas allaient devenir des superstars. Puis c'est super drôle parce que là, avec le recul, tu vois que les experts de Tops, comme moi, se sont trompés souvent sur l'identité des futures vedettes. Mais tu sais, moi, j'ai plein de cartes recrues de John Marcus Russell dans ses affaires. Oh oui! Oh boy! Ouais. Andrew Walter, Là, c'est Chad trompé. Pennington. Ouais, exactement. Puis à un moment donné, écoute, ils ont sorti, et Greg, tu dois le savoir, j'étais un partisan de longue date des Cowboys de Dallas. Puis à un moment donné, dans un de ces sets-là, Tops a mis une Tony Romo que je pense qu'il venait de commencer. Il avait fait une demi-saison. Puis là, je m'étais dit, hey, ça, là, ce gars-là, ça en va direct au Hall of Fame. Ça va être incroyable, cette carte-là. C'est pas arrivé. Tony Romo qui a une meilleure carrière médiatique qu'une carrière de corps arrière. Hein? Écoute, c'est qu'il n'a pas été un mauvais corps arrière. Mais écoute, c'était des montagnes russes. Ben, ça ressemble aussi un petit peu à Dak Prescott. C'est beaucoup des grosses stats en saison. Puis là, t'arrives en série, puis des fois, les résultats n'étaient pas ce que tu voulais. Mais une chose que j'ai qui est vraiment le fun, c'est, je pense, le premier Super Bowl de Tom Brady. Ils ont sorti une carte, je l'ai numérotée toute la patente. Puis, oh wow! Ouais, oh wow. Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé comment que ça vaut, là, mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Là, je pense que c'est l'année qu'il avait battu les Rams là, en 2002 en la Nouvelle-Orléans. Donc, je me souviens qu'il y avait ça. C'est des kits qui sont le fun parce que si tu as mon âge, tu n'as pas connu. Tantôt, vous parliez des Bowman et tout ça. Il y était un temps, moi, j'allais au dépanneur puis c'était Opichi, merci, bonsoir. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'autres compagnies. Et ça peut être un peu mélangeant, ça, maintenant, à un moment donné, je t'ai texté, Greg, justement, par rapport avec ça. Je dis, ouais, j'ai une corner Bedard de tel set, c'est-tu bon? Parce que je sais qu'il y a d'autres sets, puis je ne sais plus, puis à un moment donné, tu deviens mélangé, alors que jadis, il y a très longtemps, c'était seulement aux États-Unis, c'était Tops, puis ici, c'était au Peachy, c'était pas compliqué. Puis à un moment donné, ça aussi, je pense que ils m'ont perdu un petit peu avec ça éventuellement quand il a commencé à avoir des. Comme Tops faisait un Stadium Club, puis là, moi, j'avais. Qui revient d'ailleurs cette année. Non, ouais, les ramène. La première année, d'ailleurs, ça avait été quelque chose. Là, ça a fait une révolution. Je pense que ça avait été les premières cartes un peu de luxe, là, si on veut. Je ne me trompe pas, il y avait une Griffey Jr. là-dedans qui valait très cher à l'époque. Mais moi, ils m'ont un peu perdu à un moment donné quand il y a eu cette multiplication-là des compagnies. La multiplication des pains quand ça fonctionne. Ben, là, c'est rendu 3 compagnies majeures, mais là, avec, tu le sais, là, tu suis ça également. Fanatics qui a acheté Tops, c'est là Tops de par leur lien très, très serré avec Fanatics, avec toutes les ligues majeures, ben là, je veux dire, ferme tasse Panini du marché au complet. Quand tu parles des activations, tu dis Tops le faisait. D'après moi, ça va revenir. Ils sont. Fanatics fait un travail incroyable et on en a parlé la semaine passée dans le podcast des nouvelles qui amènent au hobby, dans tous les sports au complet. Mais là, ce qu'ils font, ce qu'ils ajoutent, qui est intéressant, par exemple, la fameuse patch pour les joueurs de baseball qu'on met sur la manche MLB debut, qu'on s'en va mettre dans une carte dont il y a un seul exemplaire, ça crée aussi un engouement incroyable. Puis juste de voir Tom Brady signer des cartes des Expos, de voir que c'est qui le joueur des Mariners de Seattle, dont son nom m'échappe malheureusement, qui était un gros prospect au baseball là, que tout le monde parlait. C'est quoi son nom, Yannick? Aide-moi non. Là. À quelle année, ça? Il y a 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. L'année passée, il était là au concours de coup de circuit. Il a très, très bien fait. Là. Non. Et on l'a mis dans une publicité, notamment de Tops, de Fanatics, tout ça. Fait que Michael Rubin fait un travail incroyable. Puis, je pense qu'il va ramener ces trucs-là du Super Bowl éventuellement aussi, puis faire des activations pour augmenter le nombre de collectionneurs ou
ramener des collectionneurs comme toi qui tripaient dans le temps sur certains produits ou certaines années recrues, puis les ramener à collectionner. Mais je trouve ça intéressant que tu dis pour toi, c'était ton premier souvenir auquel tu pensais, tu te dire, hey, j'aimerais ça avoir ces cartes-là, pas de valeur ou quoi que ce soit, mais bien des ramener à la maison. Oui. Tu sais, ce que ça faisait aussi, Greg, dans le temps, c'est que si tu achetais, moi j'aimais ça acheter des sets au complet à un moment donné, tu sais, il a commencé à avoir des boutiques au début des années 80, puis là, tu pouvais acheter des sets au complet. Ça voulait dire que tu allais avoir tous les joueurs de toute façon. Tu sais, si chaque année, en septembre, octobre, tu achetais ton set au complet d'OPC, de hockey ou de peu importe de baseball, ben tu allais avoir les recrues de toute façon parce qu'elle allait être dans le set. Là, tu comprends? Et à un moment donné, il y a eu, je pense que c'est Eric Lindros probablement qui a commencé. Il y a eu une dérogation un peu à ça. Oui. Sa recrue n'était pas dans le set normal, elle s'est ramassée dans un autre set. Là, c'était comme, hein, il est rendu où? Comment ça se fait qu'on ne l'a pas dans notre set? Puis, tu sais, moi j'aimerais ça que ça soit, tu sais, comme, t'achètes ton set, puis ils sont tous là. Puis à un moment donné, à cause de Lindros, c'est bien les affaires qui sont arrivées à cause d'Eric Lindros. Puis, mais ça, c'en est une. Et là, ben, je me souviens, mon père qui collectionnait lui aussi un peu, écoute, qui faisait des magasins pour essayer de pogner la recrue de Lindros qui n'était pas dans le set qu'on achetait normalement. Mais tu sais, c'était incroyable. Tu sais, quand en 79-80, tu es arrivé au dépanneur, puis ta carte de Wayne Gretzky de recrue était dedans. En as-tu encore de ça, d'ailleurs? D'ailleurs, j'aurais préféré que tu ne me parles pas de ça parce que c'est un souvenir très douloureux. À ce jour, ma mère, je parle de ça à chaque année au moins une fois. 79-80, évidemment, c'est le set bleu au Peachy avec la carte recrue de Wayne. Oui. Et cette année-là, je pense que j'ai dépensé 100% de mes allocations familiales au dépanneur pour les cartes de hockey et de baseball. Fait qu'à un moment donné, à la fin de l'année, probablement dans le temps des séries, tu sais, je ne sais pas, en avril-mai, ma mère, elle rentre avec un sac de vidange dans ma chambre. Elle dit là, t'as bien trop de cartes de hockey, là, ça traîne partout, il y a de la... Fait qu'elle dit là, garde-toi un set, là, un exemplaire de chacune des cartes, le reste, là, sac à poubelle. Ah. Alors, Greg, je ne sais pas combien de cartes recrues de Wayne Gretzky se sont ramassées en sac à poubelle. Peut-être 0, peut-être 15. On ne saura jamais. Mais en tout cas, j'en ai encore une. Ça, c'est le principal. Mais à chaque moment que je peux, je rappelle à ma mère cet épisode. Et j'espère qu'elle a un petit peu honte quand même. Mais moi, je dis tout le temps, parce que cette phrase-là, je l'entends, écoute, 10 fois par semaine, puis je dis toujours aux gens, ben, c'est un peu grâce à vous et votre mère que ça vaut ce prix-là aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, mon père l'a compté, je sais pas combien de fois, là, tu sais. Écoute, on va jouer là, à Dompes, là, tu sais, il est en campagne, puis les gens allaient porter leur poubelle. Puis là, je te jure, il dit la boîte, là, il dit c'est grand comme une boîte de pizza, mais il dit c'est ça d'épais. Il dit c'est juste des cartes. Puis là, il dit je regarde, puis il dit je connais personne. C'est genre tout du Parker 52-3, 53-4, 54-5. Ah, mon Dieu. Là, ramène ça à la maison, puis ma grand-mère Lucille, qui est au paradis depuis quelques années, de dire si tu penses que tu vas rentrer des cochonneries de même dans la maison. Là, il avait réussi à les cacher. Mais finalement, ils ont trouvé. Ils ont fini dans le poêle. Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est ça. Mais là, Richard. Des histoires comme ça, il y en a eu des milliers. Là. Ben, il y en a tellement plein. Là. C'est Alain Choquette qui nous disait il y a quelques semaines que lui, des Bobby Orr recrues, il y en a eu pas mal dans ses routes bicycles. Quand tu regardes ce que ça vaut aujourd'hui, c'est une folie. Je sais qu'il faut te laisser aller, Richard, mais je dois te poser une question. Si on tasse Jesperi Kotkaniemi de l'équation, y a-tu des fois certaines recrues dans différents sports qui te donnent le goût? Par exemple, tu regardes Slavkovski arriver avec le Canadien. Est-ce que tu te dis, j'aimerais ça avoir est-ce que j'aimerais ça avoir une carte de lui ou des joueurs québécois? Je sais qu'il y a quelques-uns de tes collègues, je ne veux pas les nommer, mais je sais qu'il y en a qui collectionnent, par exemple, les cartes des Québécois qui sont dans différentes ligues, des athlètes d'ici. Est-ce que parfois tu as une certaine envie de pousser ta collection de ce côté-là? Comme je te disais tantôt, moi, c'est vraiment. Maintenant, je vais, comme je le disais, plus regarder les cartes et d'événements spéciaux. C'est ça, j'aime encore ça. Mais non, ça faisait. En fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté une carte, mettons, d'un joueur moderne, si on veut.
De temps à autre, si je vais quelque part sur la route dans une boutique ou ben non, dans un show de cartes à un moment donné, je vais regarder plus les affaires. Moi, j'aime beaucoup les étrangetés. Les ligues disparues. Moi, je tripe sur la USFL des années 80. Je tripe sur l'Association mondiale de hockey des années 70. Si je suis capable de mettre la main sur des trucs de ces ligues-là, moi, c'est ça qui me fait triper. Les trucs modernes, un peu moins, pour de vrai, à un moment donné, j'ai acheté un petit peu de football récemment, mais moi, c'est vraiment plus pour trouver des étrangetés. À un moment donné, écoute, j'étais fou comme un balai. J'ai trouvé, quand j'étais petit, peut-être j'avais 12 ans, 11 ans, Vachon, les gâteaux Vachon, ils mettaient des cartes de hockey dans leur boîte. Tu achetais ton MOS, mettons, puis tu avais Wayne Gretzky, Paul Coffey, puis c'était écœurant. Puis c'était des slabs, c'était comme des cartes, ils étaient 2 par 2. Fait qu'il fallait que tu les découpes, mettons, pour avoir 2 cartes. Puis, à un moment donné, je m'en vais dans un show, puis je vois un gars qui vend ça, tu sais. Puis je sais pas trop, je me sais plus comment j'ai payé, mais écoute, pour moi, là, c'était comme si tu m'avais dit, hey, on vient de trouver de l'or. Pour moi, c'était, ah, quoi, t'as ça, comment ça? Je ne sais pas si c'est si rare, mais ça, je ne le voyais pas de temps. C'est quand même commun, mais. Écoute, je suis super content. Fait que, tu sais, des affaires de même. À un moment donné, il y a un gars qui. L'autre affaire que j'ai trouvée, c'est des cartes qui étaient dans des friandises de crème glacée. C'était genre des sandwichs à crème glacée, puis il y avait des cartes dedans, dans le temps des Barons de Cleveland puis des Scouts de Kansas City. Ah, boy. Popsicle 76, ça. C'est grand comme une carte de crédit en plastique. C'est ça, là? Exactement. Exactement. Très nice. À un moment donné, j'ai ramassé ça. Il y a un gars qui m'a vendu ça, genre 15$. Fait que, tu sais, moi, ces affaires-là, les affaires un peu champ gauche, là, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, ça vient aussi avec des souvenirs, parce que, tu sais, je me souviens de ces affaires-là, puis je me souviens d'avoir vu ça, puis d'avoir eu ça. Fait que ça me fait vraiment triper. Puis d'ailleurs, à un moment donné, j'ai trouvé un set de la USFL. C'était-tu Tops? Je pense que c'était Tops qui faisait ça. Tops USFL. Puis il y avait, écoute, j'avais oublié qu'il y avait des bons joueurs là-dedans. Là. Je regardais des gars qui sont devenus des vedettes de la NFL beaucoup plus tard. Jim Kelly là-dedans. Reggie White. Reggie White est là-dedans. Tu sais, c'est vraiment Doug Flutie, tu sais, qu'on a bien connu avec le football canadien. Alors, moi, c'est plus dans le rétro, mon intérêt. La nostalgie. Mais tu me parles de ça, on parlait, je pense que ça fait quelques mois, mais du fameux set de 1992, les masses de gardiens de but là, sur un fond noir là, qui était, je pense que les cartes, chacune valent comme 2$. Tu sais. Moi, si je trouve ça, c'est sûr, je l'achète. On a tous ce côté-là nostalgique. Tu parles des cartes dans les friandises, tout ça. Moi, je me rappelle encore à l'époque de la sortie du film de Jurassic Park, dans les pains. Je ne me souviens plus c'était quel pain qui faisait ça, mais on avait des cartes de Jurassic Park dans ces pains-là, tranchés, moelleux. Puis on se mettait la main dans le pain. On allait chercher nos cartes là-dedans. D'ailleurs, je me demande pourquoi on ne fait plus ça. Il y avait du Rivage qui faisait des cartes de hockey à la fin des années 80. Je me souviens très bien de ça. C'était. McDonald's en a fait. Tu sais, là, on voit ce que Tim Horton fait. Mais tu sais, j'aurais pris des cartes de Dune, moi, il me semble, dans un pain ou quelque chose de même. Là, je suis fatiguant avec Dune. Hein? Je sais pas. Yannick n'est plus capable de m'entendre parler. Mais non, cette nostalgie-là. Richard, il y a un gros show qui s'en vient dans 3 semaines. L'Expo Carte Sport. Si tu veux venir faire un tour, être avec nous autres, puis venez voir ce que ça a l'air, puis peut-être trouver quelques petites étrangetés, tu nous le diras, puis ça nous fera grand plaisir d'être avec toi. Ben écoute, c'est-tu encore dans le coin du Parc Jarry, ça? C'est pas trop loin, c'est juste l'autre côté du pont à Laval, maintenant, au centre sportif Bois de Boulogne. Ah, OK. Fait que c'est pas trop loin. Oui, ils l'ont fait dans le Parc Jarry, justement. Je ne sais plus comment appeler ça, là, cet endroit-là maintenant. C'est le Stade IGA. Ouais, c'est ça. À Stade IGA, Omnium, Banque Nationale, Parc Jarry, on ne sait plus trop. Mais non, c'est juste de l'autre côté, à Laval, pas trop loin. Alors, si tu veux venir faire un tour, tu nous le diras. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui va être content de te voir là-bas et de te faire des. Ben, écoute, je vais certainement essayer. Tu m'enverras le lien quand tu le Avec plaisir. Ouais, on va essayer d'aller faire un petit tour. Puis c'est toujours agréable dans ces endroits-là de parler un petit peu avec les gens qui collectionnent, puis les gens qui ont des intérêts pour des affaires des fois aussi étranges que mes intérêts. Fait que c'est toujours très agréable.
Ben, c'est le fun de ramener de la nostalgie. Puis, chacun sa collection. Puis, tu parles à quelqu'un qui collectionne quelque chose de différent. Puis, les trucs bizarres, comme tu dis, sont très courus aussi. Les gens aiment ça. Les cartes, les fameuses error cards aussi, il y en a beaucoup qui collectionnent ça, ou des photos rares ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est toujours le fun d'entendre les histoires de collectionneurs parce que sont toutes différentes. Oui, puis tout le monde. Et puis ça, c'est souvent le bout qui est intéressant, c'est de savoir où tu as trouvé ça, comment ça que tu as ça. Puis souvent, les gens ont des histoires intéressantes par rapport avec ça, hein, avec la façon dont ils ont mis la main sur quelque chose de spécial en particulier. Écoute, ce sont des récits dont je ne me tanne jamais. Richard, merci de ton temps. Super apprécié que tu aies Merci pris beaucoup. quelques minutes pour nous. Je t'envoie le lien en espérant que tu puisses être avec nous ce week-end-là du 25 au 27 mai. Passe une super journée, puis à très bientôt, mon ami. Hey, merci de m'avoir accueilli dans votre studio. Ça fait grand plaisir. Salut, mon chum. Salut bien, bye-bye. Bye. Merci, salut. Ah. Hey, Wow. c'est le fun. Je savais pas. Je savais qu'il avait sorti une bédard. Ça, je m'en souviens. Qui m'avait texté pour le prix des boîtes. Qui m'avait parlé rapidement des sets du Super Bowl. Mais tout le reste, j'étais aucunement au courant de toute, je vais dire, entre guillemets, l'ampleur de sa collection. Non, ben, c'est pas. Toujours dit, hein, c'est pas tout le monde qui s'affranchit collectionneur, là. En 2024, ça passe un peu mieux, je te dirais. Moi, quand j'étais au secondaire, disons que ma première pick-up line, c'était pas Hey, je collectionne les cartes de hockey, j'aime vraiment le football. Ça fait un peu, tu sais. Même encore aujourd'hui, on est comme. Les gens sont intéressés de loin à ça. Mm. Mais c'est rare que le monde. On dirait qu'il y a toujours cette. Ah, ouais. Il y a des gars qui vont dire j'ai toujours un petit intérêt envers ça, puis j'ai des souvenirs nostalgiques par rapport à ça. Mais on dirait qu'on est tout le temps c'est Mike Gioseffi de Sports Cars Nonsense qui avait dit ça un moment donné. On est tout le temps un peu les weirdos du coin là, qui disent on est dans le monde des cartes, puis on joue avec ça, puis il y en a. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, un sideline, je vends des cartes. Tu vends des cartes. Il y a du monde qui sont. Mais bref, nous autres, on aime bien ça, notre gang. Puis l'important, c'est d'avoir du plaisir dans la vie. Puis plus tu vieillis, tu te rends compte de ça. Là, tu vas avoir du fun dans ce que tu fais, puis c'est important. Parlant de fun, il nous reste 2 minutes avant de sauter. D'ailleurs, si vous voulez continuer la discussion avec nous sur Patreon, avoir accès à tout le contenu que Yanakis et moi-même produisons chaque semaine, en intégralité, mais de l'avoir avant tout le monde, c'est sur patreon.com/show de cartes. Vous allez là-bas, vous vous inscrivez et vous allez avoir droit à tout notre contenu qu'on fait. On va poursuivre la discussion pour quelques minutes d'ailleurs sur cette plateforme-là. Ce que ça vous donne également, c'est un crédit de 15 $ par mois en break chez stack.ca. Ça vous donne également droit à 10 $ de crédit par mois pour l'évaluation de vos cartes chez Choose Your Grading, les services CYG. Accès au tirage et je vais probablement faire une petite refonte d'ailleurs de ce Patreon parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé certains petits besoins que je trouve des bonnes idées intéressantes. Alors, rendez-vous là-bas et on va avoir des bonnes nouvelles qui s'en viennent très rapidement, encore une fois. Ultimate, belle sortie finalement, ou qui tombe à plat. Moi, j'ai trouvé les cartes super belles, à part les fameuses autos Gold Smudgy qu'on a vu que les joueurs n'ont pas laissé les cartes sécher avant ou ils les ont signées en pile. Là. Mais à part ça, je pense que ça a été un produit qui était bien accueilli, encore une fois. Là. Bien accueilli. Moi, ce que je me suis dit, beaucoup de gens qui ont pogné des paquets thématiques. Tu trouves un produit à ce prix-là, tu pognes 2 cartes de Carter Hart dans ta boîte. Ça passe moins bien un peu. Là. Mais non, pour le reste, la qualité est là. Mais vivement 2023-2024, il règle. Je pense que. Toujours pas sorti cette shield de Brand Clark, d'ailleurs, que j'attends toujours. Je rafraîchis eBay à peu près 5 fois par jour et je fais confiance à l'armée chaude de cartes pour m'identifier. Hey, écoute, c'est pas évident, c'est pas mêlant, c'est-à-dire, j'ai posé la question sur le groupe, j'ai dit ça et c'était juste pour la shield de Brand Clark et je reçois, il y a un gars qui a mis une High Gloss Clear Cut. Je l'ai déjà dans ma collection, mais je pense qu'on me l'a envoyé 5 fois. Au point où est-ce que le gars finit par m'écrire.
Et même les hits de break sortent et je suis identifié. Je l'apprécie, guys, énormément. Merci de faire ça. C'est vraiment, vraiment cool. Ah oui, voulez-vous ajouter quelque chose avant que je mette fin à cette première portion d'émission? Non, non, non. J'écoutais, je savourais ton histoire de Brent Clark, mon big. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. On va l'avoir, cette fameuse Shield. Yanakis, merci beaucoup. Merci à tout le monde Merci à toi, d'avoir Miguel. été des nôtres pour cette dernière heure sur les ondes de BPM ou toutes les autres plateformes sur lesquelles vous allez chercher vos podcasts de la Commission athlétique. Nous, on vous revient et on poursuit cette discussion-là sur Patreon tout de suite.